Ladies and gentlemen, distinguished guests, I am honored to be here today. I am Mohamed Rajhi, founder of TerraSound Startup, researcher at the European Space Agency. And I'm representing today the fifth expert AI team and the climate change and natural risk management expert committees. As you all know, in the southern Mediterranean, climate, environment, societal pressure are converging in an inconvenient way. Our region is facing some of the fastest growing climate pressure in the world. Let me give you some numbers. The Mediterranean is warming 20% faster than the global average. Over 250 million people could become water poor within the next 20 years. And by 2050, global climate damage could reach $38 trillion. Those are not abstract numbers. Those are translated into lost harvests, lost incomes, and lost lives. The impact are already visible in our agriculture, our cities, our forests, coastlines, and our critical infrastructures. We are seeing droughts in Tunisia, floods in Libya, earthquake in Turkey, wildfire in Spain, in Greece, and many more extreme events. Despite those vulnerabilities, our data, our system, our response remain fragmented, uncontrolled, and underused. We are also facing resistance to data sharing, weak integration between research, public and private research institutions, and a mismatch between investment and urgent needs. At the same time, something extraordinary is happening, and there are many opportunities ahead. AI technology are now mature and can help us to predict risk management, to predict natural disaster, to monitor water, crops, and infrastructures. And we have more data than ever before. A massive Earth observation data from Copernicus, national networking systems, and also a growing ecosystem of engineers, researchers, and startups. There are already promising achievements, but a lot to be done. Our belief is when data, infrastructure, policy, and governments align, AI saves lives. What do you want to achieve with this discussion? First, awareness. The Mediterranean is a shared climate system, and our risks are interconnected. Second, cooperation. No single country can face those risks alone. Third, actions. We need actions. AI turns idea into real solution for the resilience of our region. All those are feasible. If me, you, everyone commit together for the better of our region. Together, we will explore how AI, responsibly governed, ethically deployed, and regionally coordinated can become backbone of the resilience of the Mediterranean. And we will see how AI can move from science to governance, from data to action, and from prediction to protection. Those are the first insights and questions from our team, and we are truly eager to hear from our distinguished panelists. You are the right people to speak on this topic today, and your contribution will directly feed into the next expert committee workshops. Now I leave the floor to dear Nisreen to open the discussion, and thank you once again for being here today, and I wish you excellent session and a great forum. Merci Mohamed. Merci beaucoup. Je vais vous introduire, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Juste pour vous dire, voilà, ce sera des panels, alors à majorité des interventions en français. Néanmoins, il y aura des interventions en anglais, comme celle de M. Mohamed Rajhi. Merci beaucoup pour cette intervention. Et que nous sommes en train de régler le petit problème technique relatif à la traduction en simultané. Donc, vous pouvez d'ores et déjà prendre vos casques chez les bénévoles si jamais vous avez besoin de traduction. Alors sans plus tarder, nous allons commencer notre premier panel qui aborde un enjeu central
Comment l'IA peut-elle renforcer la résilience de nos territoires face aux crises climatiques, environnementales et sociales? Nestlé, vous allez nous présenter un petit peu ce panel avant? Oui, tout à Ok, fait. allez-y. Merci. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Nesseline Shahata, je suis maître de conférence à Bordeaux INP, donc experte en géospatial et IA pour l'observation de la Terre. Et j'aurai le plaisir donc aujourd'hui de modérer, mais également d'être panéliste. Donc, c'est un des défis à relever hein, au sein de ce panel. Et je représente également donc l'association AGEOS, qui est l'association africaine pour la promotion du géospatial. Également, donc, je préside le Forum national d'adaptation au changement climatique, donc d'où le choix de la thématique IA et résilience des territoires. Donc, comme vous l'avez si bien introduit, aujourd'hui, donc, on fait face à des changements globaux, à des défis sociétaux, et on voit que l'intelligence artificielle est en train de changer profondément notre capacité à anticiper les risques naturels et climatiques, à protéger nos territoires, mais également aussi à réagir plus vite en cas de catastrophe. Et donc, ce panel va nous permettre de voir tout ce continuum, donc en partant des avancées scientifiques et tout particulièrement donc des cas d'usage innovants, jusqu'aux questions donc de gouvernance, de données, d'infrastructures, mais également de responsabilité. Donc, on va voir tout ce continuum avec nos trois panélistes que je présenterai au fur et à mesure de leurs interventions. Donc j'invite en premier lieu donc, Quentin Blettery, il est directeur de recherche à l'IRD. Il est spécialiste des tremblements de terre et de l'alerte sismique, tsunami. Et donc Quentin, il mettra en lumière le potentiel scientifique et technologique de l'IA pour anticiper des phénomènes naturels majeurs. Merci. Merci Nesrine. Alors, est-ce qu'on peut avoir les slides éventuellement? Donc moi, je vais vous parler d'un cas d'implication concret pour lequel l'IA change les choses et on va voir ce que ça peut améliorer, en particulier en termes d'alerte sismique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'alerte sismique? C'est tout ce qu'on peut faire une fois qu'un séisme s'est déclenché avant que les secousses n'arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce laps de temps très court? Parce que les ondes sismiques, ça se propage quand même très vite, donc on a très peu de temps. Alors, ça serait plus facile à expliquer avec les slides. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. C'est ça. On attend un petit peu les slides qui vont se mettre en place. Allez, on va commencer sans. Alors, un système d'alerte. Vous avez des ondes sismiques qui se propagent. Ah, ça arrive. Vous avez des ondes sismiques qui se propagent. Les plus rapides, c'est ce qu'on appelle les ondes P. Et les plus destructrices, c'est les ondes S. Et il se trouve qu'elles sont un peu plus lentes. Donc on a un peu de temps en attendant les ondes S. Ouais. Ah! Ouais, ça marche pas. Ah, faut peut-être appuyer sur On. Ah, parfait. Exactement ce que je voulais. Alors, ça, ça pointe. Même pour pointer? Ah non. Ouais. Par contre, ça défile trop vite. Ouais. Ouais. Ok, est-ce qu'on peut... Non, je vais... Non, faut aller en arrière. Ah voilà. Ok. On va y arriver. Donc, un séisme s'est déjà produit. Il arrive là. Bon, ça pointe pas, c'est pas grave. Et ce qu'on fait, dans le cadre d'un système d'alerte, c'est que sur la base des premiers enregistrements, des premières ondes sismiques émises, qu'on va enregistrer sur les capteurs qui sont représentés par les triangles, on va estimer le plus rapidement possible une magnitude et une localisation de l'événement, et sur la base de ces estimations, lancer une alerte ou pas. Alors qu'est-ce que c'est lancer une alerte? C'est arrêter automatiquement des infrastructures critiques, comme des trains, des hôpitaux, des centrales nucléaires, et tout bêtement alerter la population
donc soit avec des sirènes, soit avec des messages d'alerte sur les téléphones, soit les deux en général, afin que les gens puissent soit se réfugier sous une table, soit sortir d'un bâtiment et se mettre à l'abri. Et ça paraît rien, mais en fait, ça peut sauver des vies. Et donc, tout ça en quelques secondes, parce que les ondes sismiques, ça se propage quand même très vite. Alors, je vais retenter de passer. L'ennui, l'ennui, c'est que... Ah non, c'est reparti du début. Ah, c'est ça. Ok. Encore un. Voilà. Donc, l'ennui, c'est que ça ne procure que quelques secondes d'alerte avant les secousses. Donc, on veut toujours essayer de gagner du temps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner du temps? Ouais, toujours pas. On peut utiliser des données enregistrées immédiatement après le séisme, donc moins de données, et utiliser une seule station, moins de stations, parce que typiquement, on attend que les signaux arrivent sur 4 ou 5 stations avant de pouvoir trianguler le signal. Donc si on pouvait utiliser moins de stations, on pourrait aller plus vite. Et donc, là, ça serait vraiment pas mal. Non. C'est ce que mon étudiant Pablo Lara a développé pour le Pérou. Donc, un algorithme d'IA qui n'utilise que 3 secondes d'enregistrement après l'arrivée de la première onde sismique sur une seule station. Ça permet d'aller plus vite et c'est le premier système entièrement basé sur l'IA. Il est maintenant installé sur les 111 stations du système d'alerte péruvien, un système qui est en passe de devenir opérationnel très prochainement. Là, je vous montre, si ça marche, un cas d'application pour le dernier gros séisme qui a été enregistré au Pérou. Allez. Ah voilà, c'est là. Donc, ce que vous voyez sur la carte, c'est les endroits où il y a eu les plus fortes secousses. Les couleurs représentent l'intensité des tremblements. En rouge, l'étoile représente le vrai épicentre. En violet, l'épicentre qui a estimé l'algorithme de Pablo vraiment très rapidement. Et ce que vous montre le contour violet, c'est toute la zone qui aurait été alertée si le système était opérationnel. Et ce que vous voyez peut-être pas en noir, c'est le temps d'alerte que procure le signal. Donc la première courbe noire qui est autour du rouge dit que à ces endroits-là, vous auriez eu 10 secondes d'alerte. La deuxième courbe noire, vous auriez eu 20 et 30. Donc plus vous êtes loin, plus vous avez le temps. Et donc tout ça pour dire que dans ce cas précis, ça aurait procuré au moins 10 secondes d'alerte à tout le monde, suffisamment de temps pour se mettre à l'abri dans pas mal de cas. C'est un système qui est très facilement transférable n'importe où, parce que c'est juste un algorithme très léger en fait, qu'on installe directement sur un sismomètre. Je vous ai mis ici quelques temps d'alerte théorique que l'algorithme aurait donné pour des séismes récents. Donc en particulier en Turquie, ça aurait donné 5 secondes d'alerte à la ville la plus proche du séisme qui a lieu en 2023, Kahramanmaraş. Au Maroc, il aurait un peu moins bien marché parce que la station la plus proche du séisme de 2023 était aussi loin de l'épicentre que Marrakech. Donc dans ces cas-là, on ne peut pas faire grand-chose. Mais ça, c'est facile d'y remédier. Il suffit d'installer des stations et ensuite d'installer notre algorithme dessus. Ensuite, la deuxième chose que ces systèmes font assez mal, c'est faire la différence entre des séismes de magnitude 7 et de magnitude 9, c'est-à-dire entre des gros et des très très gros. Et ça, c'est un problème pour l'alerte tsunami, parce qu'un séisme de magnitude 7 ne va pas faire de tsunami, un séisme de magnitude 9 va faire un énorme tsunami. Et donc ça, c'est un problème assez récurrent, et sur lequel on ne pouvait pas faire grand-chose. Et il y a une découverte récente qui est vraiment intéressante à ce sujet, c'est des ondes gravitationnelles générées par des tremblements de terre. Donc on a découvert ça en 2017. Ce que vous voyez ici sur les courbes rouges, qui représentent un signal enregistré avant les ondes sismiques lors de ce séisme. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce signal? En fait, quand un séisme se produit, il va générer une redistribution d'une très grande masse qui génère une perturbation gravitationnelle qu'on arrive à enregistrer sur des capteurs sismiques. L'ennui, alors ce qui est bien, c'est que ça va très vite, ça va à la vitesse de la lumière, donc plus vite que les ondes sismiques. L'ennui, c'est que c'est très faible, parce que vous voyez ici, c'est l'échelle 1 nanomètre par seconde carrée. Donc là, il y avait un vrai challenge à pouvoir utiliser de façon efficace ces signaux très faibles. Et là encore, la solution, ça a été de développer un algorithme d'IA qui scanne en temps réel toutes les données enregistrées. Et même si ces signaux sont très faibles, ils sont cohérents sur toutes les stations. Et notre algorithme d'IA arrive à extraire l'information utile de ces signaux pour estimer une magnitude et une localisation de l'événement en temps quasi réel afin de lancer une alerte tsunami. C'est un système qui est capable maintenant de lancer une alerte tsunami fiable 2 à 5 minutes après le début du séisme, ce qui est à peu près 20 minutes plus tôt que les systèmes existants.
Il est en phase de test au Pérou, on est en train de l'implémenter en Alaska, et il peut lui aussi être implémenté assez facilement n'importe où, à partir du moment où il y a des stations sismologiques. Et voilà, je vais passer la parole. Merci Quentin. Donc là, c'était la première application, donc cas d'usage où on voit le travail de la recherche donc des scientifiques sur une application d'alerte précoce donc au séisme et tsunami. Et on voit qu'en quelques secondes, donc on est capable donc d'alerter la population et puis après ça permet de prendre les mesures nécessaires sur le terrain. Moi, j'aurais une question, et puis après, enfin, à la fin du panel, on laissera le temps pour donc le public pour poser également quelques questions. Donc, quelles leçons peut-on tirer de ces expériences internationales pour les transposer dans un contexte méditerranéen, donc avec les défis qu'on connaît autour de la Méditerranée? Alors, les défis, il y a des séismes, particulièrement au Maghreb, donc Algérie, Maroc, Tunisie. La menace tsunami existe également. En fait, ce que je peux dire, c'est que le système est vraiment très facilement transférable. Ça, c'est un des apports de l'IA. C'est beaucoup plus léger parce qu'en fait, on a juste à installer un algorithme sur une station. Et en fait, il est aussi très peu cher. Et ça, c'est l'IA qui rend ça aussi très peu cher. Pour comparaison, au Pérou, le système global a coûté 30 millions de dollars, ce qui en fait n'est pas grand-chose à l'échelle d'un pays. Et en fait, l'essentiel de l'argent, c'est l'infrastructure pour la télécommunication. Installer des stations et transférer les messages très vite avec de la redondance et ensuite avec les sirènes. L'algorithme en lui-même, il est gratuit en fait parce qu'il est open source. Donc c'est très facilement transférable à peu près n'importe où. Parfait, merci Quentin. Donc sans transition, donc je suis la deuxième panéliste. Et du coup, donc là, on va attaquer donc les questions qui sont relatives à la gouvernance. Et alors le petit pointeur. Alors, c'est quoi l'astuce pour les faire passer, du coup? Faut aller envers. Ok, très bien. Merci. Voilà, donc moi, je vais vous parler des données, donc surtout des données spatiales, et je vais faire le focus donc sur l'importance des données pour passer à l'action concrète, pour mieux gérer donc nos ressources naturelles, mais également mieux protéger nos territoires. Et du coup, donc, je rappelle, c'est ce qui a été aussi présenté par Karim Beguir ce matin. Donc, l'intelligence artificielle, elle a 3 piliers. Donc, on va retrouver donc les données. Donc, ici, je vais faire le focus sur les données géographiques. Donc, données géographiques, c'est toutes les données, les cartes que vous utilisez au quotidien. C'est des données GPS, c'est des données de navigation, c'est des images satellitaires, de drones, etc. Tout ça, ce sont des données géographiques. On a la partie infrastructure. Donc, également, on reviendra sur ces enjeux-là avec Elodie tout à l'heure. Donc, les infrastructures de stockage, de calcul, des data centers, des clouds. Donc c'est également, ça sera le point pénalisant, enfin on va dire, ou le point critique pour le développement de l'IA dans nos différents pays. Et enfin, donc le dernier pilier, donc ce sont les modèles d'innovation autour de l'IA, avec donc les différentes familles d'intelligence artificielle, machine learning, deep learning. On a vu donc arriver l'intelligence générative avec donc en 2022. Et voilà, donc là, moi, je vais faire le focus sur la partie Geo-AI, donc c'est l'intelligence artificielle qui est appliquée sur les données géospatiales. Du coup, voilà, donc les données spatiales pour le développement durable. Donc en fait, je rappelle que les données spatiales, il y a 3 grands secteurs. Donc il y a l'observation de la Terre, il y a tout ce qui est navigation, positionnement, donc les GPS, GNSS, voilà, enfin les GNSS. Et dans la famille GNSS, on a les GPS, Galileo, Beidou, etc. Donc en fonction des différents pays. Et ensuite, les satellites de communication qui vont également permettre donc toutes les communications et ça permet de développer notamment les IoT, donc les objets connectés. Et donc ces différentes données spatiales vont nous permettre donc de cartographier les risques donc au niveau de nos territoires. Ça va nous permettre de suivre les différents écosystèmes naturels, donc les écosystèmes forestiers, les écosystèmes agro-pastoraux, donc tous les écosystèmes, les zones humides, etc. Ça permettra également de suivre les activités humaines et leur impact, donc toutes les activités anthropiques, les aménagements qui sont mis sur le terrain et leur impact sur les écosystèmes par l'imagerie spatiale. Ça permet, grâce à l'IA, donc de simuler, de prédire également des scénarios, soit de modélisation climatique, soit des scénarios de modification donc au niveau de nos territoires. Et comme on l'a vu donc avec Quentin, donc ça permet également d'alerter, mais aussi de gérer
donc d'intervenir, de gérer les catastrophes naturelles, donc jusqu'à la phase de réhabilitation et post-événement. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans la démarche, c'est vraiment le Think Global and Act Local. C'est un leitmotiv que j'ai utilisé même pour ma carrière, pour mon investissement, mon engagement associatif en Tunisie. Moi, je suis maître de conférence en France, mais tout mon engagement associatif a lieu en Tunisie pour agir au niveau local. Et donc là, je vais vous présenter deux applications, donc en reprenant ce schéma du global au national, au local, et je vais partir de la cartographie des risques. Donc grâce à ces données satellitaires, à l'ensemble des données qui sont ouvertes, et j'insiste sur le mot ouverte, c'est ce qui nous permet d'avoir ce type de tableau de bord de suivi. On a des tableaux de bord qui permettent par exemple de cartographier les risques de submersion marine. Et donc ici, ça permet également de simuler différents scénarios en fonction des projections climatiques, de l'élévation au niveau de la mer, de simuler donc en fonction de l'élévation à 1 mètre, 1,5 mètre, 2 mètres, comment vont évoluer nos territoires. Et donc ici, voilà, si on fait le focus en Tunisie, donc ici c'est au nord de la Tunisie, vers la commune de Qalat Landos, donc en rouge, vous voyez toutes les zones qui sont soumises au risque de submersion marine, avec une montée des eaux à 1 mètre. Si cette montée des eaux s'élève à 1,5 mètre, donc vous voyez l'étendue, et donc si on va, donc à 1,5 mètre, pardon, ça permet, donc voilà, donc en fait ça permet donc d'identifier les zones qui sont vraiment à risque pour la submersion marine. Et donc une fois qu'on a fait ce constat, en tant que décideur ou collectivité locale, donc qu'est-ce qui est mis en place? Donc derrière, il y a des projets actuellement qui sont mis au niveau des communes avec le ministère de l'Environnement justement pour mettre en place donc un plan local climat dans les communes qui sont soumises à ces risques de submersion, mais aussi de mettre sur terrain donc des mesures de prévention contre ces aléas climatiques. Donc c'est la partie action locale. Autre exemple sur les écosystèmes forestiers. Et donc on connaît tous l'importance des forêts. Donc ça représente 75% de la biomasse végétale terrestre. Ça permet donc d'assurer donc la biodiversité au niveau de l'écosystème, de réguler le climat, mais également donc c'est un grand réservoir de carbone. Et du coup cet espace, ces écosystèmes forestiers, ils sont menacés par différents aléas climatiques qui engendrent donc déforestation, désertification. Vous voyez les chiffres, hein, donc ils sont faramineux. Déforestation, 13 millions d'hectares perdus par an, désertification, 3,6 milliards d'hectares de terres dégradées par an. Donc on a vraiment, ce sont des écosystèmes qui sont très fragiles et qu'il est vraiment indispensable de surveiller et de mieux gérer. Et du coup, au niveau des forêts, donc qu'est-ce qui existe au niveau international? Donc il y a par exemple la NASA, donc c'est l'agence spatiale américaine qui met en place des tableaux de bord de suivi de la détection des incendies de forêt. Donc c'est des tableaux de bord qui fournissent des données en temps réel et ça permet de détecter les foyers d'incendie. Après, au niveau de nos administrations, par exemple en Tunisie, la Direction Générale des Forêts, donc la DGF, utilise donc ces cartographies pour détecter les foyers, pour alerter donc les directions régionales et les directions locales afin d'intervenir donc sur le terrain. Donc c'est vraiment utilisé de façon opérationnelle. Autre tableau de bord donc, qui permet de suivre les écosystèmes, c'est le Global Forest Watch. Donc c'est également une couverture globale. Alors, qui dit global dit résolution spatiale dégradée, c'est-à-dire que là, ça permet de couvrir l'ensemble des pays, mais après, ça ne permet pas une action au niveau local. Donc là, ça permet de suivre tout ce qui est déforestation au niveau des écosystèmes forestiers. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local? Donc au niveau national, donc ici, par exemple, pour la Tunisie, en fait, on peut avoir justement identifier les origines des différents feux d'incendie. Donc ici, on voit qu'en marron, on a à peu près 70% de la déforestation est due à des incendies de forêt en Tunisie. Et donc, ça permet aux décideurs, ces tableaux de bord permettent aux décideurs donc, de prendre les mesures nécessaires, de prioriser justement les interventions par rapport aux incendies de forêt. Au niveau local, donc ensuite, l'idée, c'est de passer de la donnée à l'action locale. Donc on va, grâce au Global Forest Watch, détecter les alertes, lancer les alertes. Les alertes, il faut qu'elles soient partagées avec la population. Donc ça, c'est les satellites de communication qui vont permettre ce partage de l'alerte. Et ensuite, une fois qu'on a cette alerte, on fait intervenir donc, les équipes opérationnelles sur terrain pour donc, intervenir et documenter la déforestation et alerter donc, les autorités qui sont concernées. Autres travaux, donc cette fois-ci, ce sont des travaux que je mène également en recherche à l'échelle locale. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi à l'échelle locale grâce à des données qui sont plus résolues spatialement ou d'autres types de données comme des données LIDAR qui fournissent des nuages de points 3D. On est capable en fait à l'échelle locale
de produire des modèles numériques de terrain qui sont beaucoup plus fins. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable de modéliser le sol de façon fine, de mieux modéliser donc la partie hydrologique. On est capable d'identifier les différentes espèces arborées, donc d'avoir des indicateurs sur la biodiversité de nos écosystèmes, donc et de suivre par exemple toutes les campagnes de reboisement. Et on est capable également par IA d'apprendre les relations ou les associations d'espèces entre donc la strate arborée et la strate arbustive qui est juste en dessous. Et donc, qui dit strate arbustive, dit toute la population, les communautés locales qui vivent des produits forestiers. Et donc là, on a l'impact social et environnemental sur le terrain, puisqu'on cherche à préserver donc, ces sources de revenus. Hop. Pardon. Et alors, je vous montre ça parce que c'est une application originale également que j'ai trouvée, qui est plus ce traitement de signal. Maintenant, également, il y a tout un domaine de l'IA qui porte sur l'éco-acoustique, donc qui consiste à analyser des signaux acoustiques, et ça permet en fait d'identifier différentes espèces d'oiseaux qui sont présents dans la forêt, et donc encore une fois de dériver des indicateurs de biodiversité grâce à l'IA sur les signaux. Voilà, et donc je reviens sur le focus des données. Donc tout ça, on arrive à le faire quand on a la donnée, quand la donnée est disponible. Donc sur la partie gauche, donc pourquoi on a tous ces dashboards à l'échelle globale? Parce que l'Agence spatiale européenne a lancé des constellations satellitaires qu'on appelle Copernicus, avec 6 satellites qui sont tout le temps en orbite, qui fournissent des images tous les 5 jours avec différentes modalités. Et c'est ce qui nous permet d'avoir toutes ces applications. Donc maintenant, l'enjeu se fait au niveau national, au niveau local. Il est vraiment important de travailler sur la disponibilité des données au niveau national, au niveau local. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans différents pays autour du bassin méditerranéen. Donc il est important d'ouvrir les données géographiques et sectorielles. Donc ça, par exemple, la France l'a fait. Toutes les données géographiques, elles sont en open data. Tous les ministériels, donc les ministères sectoriels ont ouvert également leurs données. Et donc quand on a une donnée qui est mutualisée, partagée, ça permet d'avoir une gouvernance qui est renforcée. Ça permet de mieux gérer nos ressources naturelles et ça permet également de créer de la valeur, donc avec les startups, etc., qui vont pouvoir utiliser ces données au niveau national. Voilà, et donc pour finir, donc en fait l'IA et les enjeux, donc la donnée c'est le premier pilier en termes de gouvernance. Après en fait le monde actuellement, on est en train de vivre 3 transitions, hein. On a la transition écologique, on a la transition sociale, donc on voit des changements de comportement, des changements d'usage, et en fait donc tout l'enjeu est de voir comment cette transition numérique va être au service des 2 autres transitions. Et donc voilà, donc il est vraiment capital de travailler sur cette stratégie de la donnée mutuelle, co-construire aussi la donnée avec la société civile et différentes parties prenantes afin de comprendre, prédire, anticiper, agir et impliquer. Voilà, et donc, donc dernière annonce, comme il y a des startups parmi nous, donc si vous êtes intéressé par tout le volet spatial, IA et climat, nous organisons à l'AGEOS donc le Act in Space Hackathon fin janvier 2026, 30 et 31 janvier. C'est un hackathon international qui est lancé par l'ESA et le CNES. On est en charge de l'édition nationale, donc on fait appel à toutes les startups pour être parmi nous à ce hackathon. Merci à tous. Alors, comme je ne peux pas me poser les questions à moi-même, donc je vous laisse le soin et je compte sur vous pour me poser des questions tout à l'heure. Et donc, je vais passer la parole à Elodie. Alors, pardon. Un petit scotch par terre qui s'assure qu'on est bien en place. Alors, j'introduis Elodie. Donc, Elodie Franco-Ritz, elle est directrice pour la France et l'Afrique francophone de SAP. Initiative Edison, technologie, solutions IA. Et donc, elle va nous parler d'une vision, cette fois-ci industrielle et économique, sur l'accélération du déploiement de solutions concrètes à grande échelle pour renforcer la sécurité humaine. Merci, Elodie. Bonjour, merci. Bon, juste un petit mot, je ne sais pas si vous connaissez SAP, mais c'est une entreprise européenne d'origine allemande et on est spécialisé sur tout ce qui est application métier, la business AI. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'Edison. Donc Edison, c'est un système opérationnel intelligent de gestion des catastrophes naturelles qui est alimenté par l'IA et qui permet donc de transformer des volumes massifs de données en décisions opérationnelles critiques. L'ambition de cette solution est assez claire. Elle a vraiment été pensée pour passer d'une gestion de crise empirique à une optimisation des opérations qui est basée sur des données probantes.
Je pense qu'on peut tous s'accorder sur un point, c'est que l'intensité et la fréquence croissante des catastrophes naturelles menacent directement la sécurité humaine et donc ça contribue à éroder la stabilité régionale du bassin méditerranéen. C'est pourquoi une forme fiable d'anticipation intelligente s'impose. Et donc cette solution Edison, elle est née en 2017 grâce à un collègue japonais qui s'appelle Akira Yoshida et qui travaillait avec l'université d'Oita et qui s'est dit qu'il voilà, il fallait mettre la technologie dont il disposait au sein de son entreprise, donc puisqu'il travaille chez SAP, au service d'une solution qui pouvait intégrer les données détenues à la fois par l'industrie, donc ça peut être des sociétés routières, ferroviaires, des ports, les stations météorologiques, le monde académique et aussi les acteurs publics, donc mettre toutes ces entités au service de la prévention et de l'atténuation des catastrophes. Donc c'est un partenariat tripartite qui est assez unique, mais qui est finalement facilement réplicable, puisqu'on a une université, une préfecture et un fournisseur de technologie qui garantit une innovation continue. Et donc cette solution, elle visait à répondre à des défis majeurs, puisque comme cela a été indiqué, le paysage de la gestion de crise est vraiment celui de la fragmentation. Pour beaucoup, ce sont des données éparses qui ont des formats non compatibles. Et donc, il existait une incapacité à les analyser en temps réel et à faire face à l'urgence. Donc, Edison, c'est vraiment pensé comme un outil de confiance intelligent qui permet aux différents acteurs de la chaîne de prévention, mais aussi de secours, d'avoir accès à une base commune et fiable pour l'action et la coopération. Donc, comme vous le voyez, il y a des résultats concrets. On peut vraiment quantifier l'impact sur la sécurité humaine. C'est une solution qui est donc conçue pour abaisser les seuils de surprise et aussi pour relever les seuils d'anticipation et d'alerte, ce qui constitue en fait l'essence même de la résilience. Donc là, c'est l'ensemble du cycle de gestion des catastrophes qui est couvert par la solution. Donc ça va vraiment de l'apprentissage avant les crises à l'apprentissage post-crise et donc à la mise en place de contre-mesures qui sont plus efficaces. Donc il y a toute la phase de prévention, il va y avoir de l'analyse des données historiques en temps réel, des simulations de risques. Il y a aussi toute la partie formation des agents publics, mais aussi tout ce qui est exercice d'entraînement pour la population, puisque c'est aussi très important pour mieux répondre à ce type de catastrophe naturelle. Il va y avoir toute la phase de gestion, où là, par exemple, l'IA va pouvoir permettre de lancer automatiquement tout un processus de chaîne d'alerte, de référencer en temps réel des informations. Par exemple, des drones peuvent transmettre des images en temps réel. Les agents qui sont envoyés sur le terrain peuvent également, avec leur téléphone, envoyer des photos. Et donc, cette plateforme va récupérer toutes les données, les traiter en temps réel. Et donc, elle va pouvoir indiquer au secours, par exemple, les meilleures routes pour accéder aux personnes qui sont impactées, mais aussi mieux coordonner les interventions. Donc ça utilise l'apprentissage automatique et l'IA depuis le début. En fait, ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, c'est avec l'apparition des agents IA. Donc là, ça va automatiser certains processus de gestion, mais sinon, l'IA est présente dans cette solution depuis le début. Et pour tout ce qui est effectivement phase de rétablissement, pareil, là encore, on peut évaluer les dommages, donc mieux planifier la reconstruction avec l'IA. Et toutes ces données sont archivées et ça permet voilà, de disposer d'une base d'informations en continu pour continuer l'apprentissage de notre solution d'IA. Et donc toute cette approche, ça garantit une amélioration continue de la résilience. Donc ça a été mentionné précédemment, mais voilà, les infrastructures, le cloud, tout ça c'est important. Le cloud, c'est vraiment ce qui est stratégique et qui va nous permettre de gérer massivement les données en temps réel avec une disponibilité 24 heures sur 24, une scalabilité face aux crises et aussi des coûts optimisés. C'est aussi quelque chose qui permet un accès simple puisque les agents sur le terrain peuvent, à partir de leur téléphone, avoir accès donc, à des tableaux intelligents, des dashboards. Et ça va vraiment leur permettre de prendre des informations éclairées en temps réel. Il n'y a pas besoin d'infrastructures lourdes. Bien évidemment, il faut des infrastructures, mais la valeur ajoutée, là, est vraiment clairement sur la partie logicielle. Et donc, ce qui va pouvoir être possible avec l'IA et l'apprentissage automatique, c'est vraiment tout ce qui est automatisation de la collecte, l'évaluation dynamique, les croisements de données, la détection automatique, le ciblage intelligent, tout ce qui est visualisation. Et donc, ça permet une meilleure prévision. Ce qui est important, en tout cas pour mes collègues qui ont pensé cette solution au Japon, c'est vraiment la synergie publique-privée. Edison, c'est vraiment un modèle qui est adaptable et réplicable à grande échelle. C'est voilà, conçu pour être
facilement utilisé. On connaît à l'heure actuelle les facteurs qui ont fait son succès. C'est vraiment la synergie entre la collecte, l'analyse et l'action. Ça permet une communication efficace entre tous les acteurs impliqués dans la chaîne de la gestion de crise, que ce soit les acteurs publics, les gouvernements au niveau locaux, régionaux, provinciaux et au niveau de l'État, les services d'urgence, mais ça peut être aussi après avec des ONG, des centres de recherche, des organisations internationales. Et donc vraiment, c'est mettre la donnée à la multitude d'acteurs qui rentrent en jeu quand il y a une catastrophe naturelle qui a lieu. Comme je disais, donc c'est adaptable et ça peut être facilement adaptable en fait aux menaces spécifiques du bassin méditerranéen, que ce soit pour les inondations, pour les incendies. Je pense que la contrainte principale à l'heure actuelle n'est pas forcément technologique, puisque il y a plusieurs solutions qui existent sur le marché actuellement. Ce qu'il faut, c'est que les différents acteurs qui ont la donnée, comme cela a été dit, voilà, il faut qu'ils la partagent, qu'ils la mettent à disposition. C'est vraiment plus une problématique de nature politique que technique à l'heure actuelle, puisque voilà, la technologie a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays. Maintenant, le défi, c'est plus le déploiement et voilà, l'accès à des données partagées. Peut-être que enfin, donc la solution donc, est maintenant utilisée au Japon depuis de nombreuses années. D'autres pays en Asie voilà, commencent la recherche et toutes les données sont mises en commun pour justement pouvoir débuter l'utilisation dans les prochains mois. Et il y a aussi des discussions en cours avec l'UNIDO ou l'UNESCO pour dupliquer cette solution dans des pays africains ou du Moyen-Orient. Donc c'est vraiment quelque chose, une fois que les acteurs prennent conscience de cette nécessité de mettre en partage les données, qui peut être facilement réplicable. Merci. Merci Elodie. Alors, du coup, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour pouvoir justement étendre un POC ou un prototype à une échelle, donc une plus grande échelle et peut-être quel est le rôle du partenariat aussi public-privé dans ces outils prédictifs? Et le rôle pour le coup, le partenariat public-privé est essentiel, puisque c'est vraiment l'impulsion qui est donnée par le politique. Après, souvent, finalement, quand c'est pour de la sécurité humaine, les entreprises privées sont prêtes à mettre leurs données. Après, quand c'est à l'échelle régionale, là encore, c'est des données qui peuvent être d'une sensibilité particulière. Donc voilà, il faut aussi qu'elles soient anonymisées si besoin. Mais en tout cas, vraiment, l'impulsion, c'est le politique. Et après, au niveau régional, ça peut être une organisation pour qui pourrait être mise en place pour justement, à cette échelle, mettre autour de la table les différents acteurs. Encore une fois, il peut y avoir des manques de données, mais souvent la donnée, elle est là. C'est juste que soit elle n'est pas forcément tout de suite utilisable, que les formats sont différents. Mais avec l'IA, justement, ça permet aussi de fluidifier, d'être plus rapide. Donc c'est vraiment quelque chose de faisable et c'est vraiment plus politique le problème que technique à l'heure actuelle. D'accord, merci. Donc j'invite à présent notre quatrième panéliste, donc Madame Hind Ben Miloud. Elle est avocate spécialisée en droit du numérique, présidente du think tank CARE, et elle va nous rappeler que la prédiction doit être également encadrée afin d'anticiper les risques, de mieux cadrer les prédictions et afin d'aboutir donc à une IA qui soit responsable. Merci. Bonjour, mesdames, messieurs. Bon, je tiens d'abord à remercier l'Agence française de développement qui m'a donné la possibilité d'intervenir dans un panel qui me tient vraiment à cœur en tant que juriste. Parce que c'est vrai que l'IA est pour certains une opportunité formidable, pour d'autres une menace. Parce qu'en fait, tout ce qui est virtuel, qui n'est pas appréhendable, fait un peu peur. Je le comprends, mais en tant que juriste, je dis que c'est une formidable technologie, mais il faut qu'elle appartienne toujours à l'homme. Il faut toujours que l'homme soit celui qui domine la technologie et non pas l'inverse. Parce que ce matin, on écoutait l'intervention de ce matin qui disait que l'intelligence artificielle était en train de prendre le dessus à plus de 99%, etc. Oui, et ça peut être effectivement déployé à des fins qui sont malheureusement dangereuses. Et c'est une des raisons pour lesquelles les juristes sont là pour rappeler
qu'il faut toujours qu'il y ait un encadrement légal de l'IA. On ne peut pas, c'est vrai que quand je discute avec les ingénieurs et techniciens, dès qu'on leur dit il faut cadrer, il faut le droit, il faut ceci, il y a de la réticence. Mais pourtant, c'est indispensable. On ne peut pas continuer à aller vers ce progrès technologique extraordinaire sans vraiment avancer, sans mettre des balises de sécurité. Ah oui, bon. Alors, bon, là, vous m'avez changé toute ma... Je ne sais pas qui est-ce qui m'a changé toute ma communication. Bon, je vais essayer de faire pour le mieux. En tout cas, aujourd'hui, l'intérêt, je sais qu'en 2000, par exemple, la France parlait le livre blanc de la confiance numérique. C'était en 2000. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle et il faut aussi mettre des balises. Alors, depuis quelque temps, ce qu'il faut restaurer, c'est la confiance. Il faut que les citoyens aient une perception exacte que leurs droits sont toujours protégés, qu'il y a de la sécurité. C'est indispensable. Donc, que faire? Eh bien, les États aujourd'hui se doivent de repenser cet aspect-là. L'Europe a commencé avec l'IA Act, en produisant un texte global qui met l'Europe, on va dire, en harmonisation des textes légaux sur l'utilisation de l'IA et des conditions d'utilisation. C'est très important. Beaucoup de pays, dont l'Algérie, je crois savoir aussi que la Tunisie est en train de mettre en place un texte justement pour cadrer l'IA. Comme un peu l'Europe, je pense qu'il ne faut pas inventer le fil à couper le beurre. Hein. Il faut s'inspirer de ce qui est fait à l'étranger et le dupliquer chez nous. En Algérie, il y a eu la création du Conseil national scientifique, justement, qui réfléchit sur l'encadrement légal de l'IA. Il y a eu beaucoup de pays en Afrique. Bon, comme le Sénégal, Horizon 2050, qui effectivement met comme pilier l'IA au cœur de justement de la réglementation. Alors, oui, c'est indispensable. Nous sommes dans une phase très importante. Alors, ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'après avoir fait un texte en 2023, les États-Unis, le décret présidentiel qui justement réglemente l'IA pour sécuriser et protéger les droits fondamentaux des citoyens, eh ben, voyez, en 2025, janvier 2025, le président Trump décide d'abroger totalement. Donc ça met dans une sorte d'insécurité toute cette réflexion des différents pays, parce que quand on parle de l'IA, on parle des données aujourd'hui. Comment peut-on réguler les données? Parce qu'il n'y a pas que les données personnelles des personnes physiques à protéger. Non, il y a les données scientifiques, il y a les données de santé, il y a les données des entreprises qui deviennent un patrimoine extraordinaire. Alors, Élodie parlait des échanges, etc., des partages. Oui, quand on parle d'urgence climatique, il est indispensable dans la Méditerranée, en Afrique, de pouvoir s'entraider, d'échanger, justement pour... Alors, le mot prédire, pour moi, en tant que juriste, je dirais plutôt anticiper. Parce que dans la prédiction, il y a une part d'improbabilité qui est quand même assez, je dirais pas importante, mais dont il faut tenir compte, et surtout en termes de responsabilité. Parce que quand on va prédire qu'il va y avoir une catastrophe, il faut aussi anticiper les conséquences de cette catastrophe. Est-ce que réellement ça va se passer ou pas? Et les conditions dans lesquelles cela va se passer. Donc ce pouvoir décisionnel suite à une prédiction, tout en apportant de bonnes choses, oui, pour l'avenir, comme pour effectivement le rêve de tout le monde, c'est qu'on puisse prédire un tsunami, un tremblement de terre, comme dans nos régions. Mais il reste qu'il y a aussi la responsabilité. Ce n'est pas parce qu'il y a une part d'incertitude
qu'on va forcément se déresponsabiliser quand on va décider ou prendre des décisions. Il y a tellement de choses à dire. Mais bon, en 5 minutes, on ne peut pas traiter de tout. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, en tout cas, en tant que juriste, aujourd'hui, à mon âge, je suis une senior et j'encourage toutes les personnes à utiliser l'intelligence artificielle, mais à bien l'utiliser. Parce qu'il est évident que quand on voit ce qui s'est passé il y a quelque temps et qu'on a utilisé l'IA à des fins de guerre, alors il est vrai qu'il est indispensable pour que nos jeunes start-upers continuent justement de développer cette IA, mais à des fins de paix, à des fins de construction, de développement. Moi, aujourd'hui, je suis ravie qu'on utilise l'IA pour se développer. Sans qu'on avant, on mettait un temps infini à faire des recherches. Aujourd'hui, c'est un pur bonheur de pouvoir faire un certain nombre de recherches en un clin d'œil, très rapidement, mais à une condition fondamentale, c'est de vérifier les informations, vérifier les données, et surtout, que tous les pays mettent en place un encadrement légal, non pas pour tuer l'innovation, absolument pas, mais justement pour redonner cette confiance, pour inspirer la confiance pour l'utilisation globale de l'IA, et comme dans toutes les technologies à chaque fois. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci, Madame Hen. Donc, on retiendra qu'il faut aller, voilà, enfin, se diriger vers une IA qui soit utile, responsable, qui garantisse la transparence des modèles en vérifiant donc les données, qui également puisse réguler donc les prédictions qui peuvent être incomplètes ou ou incertaines. Et moi j'aurais une question, et c'est toujours une question qui me revient tout le temps, c'est comment les législateurs peuvent s'adapter justement parce que la législation elle est sur un temps long. Donc comment les législateurs peuvent s'adapter au rythme de l'innovation technologique? Alors, c'est vrai que le grand problème pour le législateur, quel qu'il soit, hein, de quelque pays que ce soit, c'est cette lenteur à réagir. On a mis en place des technologies. Bon, l'IA est utilisée depuis très longtemps. Ça date pas d'hier. Elle a commencé à être utilisée, en tout cas dans le domaine de la santé, dans beaucoup de domaines. Mais le texte légal ne suivait pas. Il n'y avait pas du tout d'encadrement légal. Alors, aujourd'hui, en tant que juriste, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on anticipe aussi ce genre de texte. Qu'on n'attende pas qu'il y ait des problèmes. On a réglementé Internet, le cyberespace. Comment? C'est parce qu'il y avait des problèmes. C'est parce qu'il fallait penser cybersécurité. Il fallait penser cybercriminalité, tout ça, pour contrer. Les textes sont arrivés après. Ce qui serait bien, c'est effectivement d'anticiper, que les juristes soient un peu plus rapides dans l'élaboration des textes législatifs. Voilà. Et peut-être au-delà de la rapidité aussi, peut-être que les textes devraient être plus permissifs que restrictifs aussi. Ça permettrait d'avoir une plus longue longévité des textes également. Je dirais entre les deux. Voilà. Merci. Donc, on va ouvrir les questions pour le public. Donc, on a 10 minutes pour prendre quelques questions dans la salle. 5 minutes? On a 3 à 4 minutes. Bon, d'accord. On va prendre alors 2 questions. Vous vous présentez rapidement, s'il vous plaît, et vous posez rapidement la question. Est-ce que quelqu'un peut juste... Merci. Donc, il y a une... Si j'aimais rapidement la question, s'il vous plaît. Allez, merci beaucoup. Vraiment, c'est très intéressant de suivre l'innovation en Tunisie. C'est très intéressant. Et surtout, ce sont les pays méditerranéens. Et c'est très bien que les Méditerranéens, ensemble, ils ont la même culture. Moi, je suis architecte. La question, si j'aimais la question. Oui, la question. Bon, hier aussi, il y a JSD, on a parlé de Sustainable Development Goals, dans des webinaires. Il y avait
des expériences dans le monde très intéressantes. AGIAS aussi a travaillé beaucoup sur sur le climat. Elle a fait dernièrement un hackathon sur Climate Adapt. Elle participe aussi sur les actions climatiques inclusives dans les communes de Tunis. Et surtout, ma question, vous savez très bien que le GIS, Geographic Information System, GIS, le SIG, Système d'information géographique, vraiment, il a commencé en Tunisie en 2000, mais nous sommes vraiment très en retard. Et vous savez très bien que La question, si jamais... Oui, ça c'est la question. Vous savez très bien que tous les domaines, que toute l'évolution, que toutes les programmes, les plans se font sur la base des données. Et aujourd'hui, on parle de données localisées géographiquement. On parle de SIG. C'est la question. On parle de SIG. Le SIG, il a même transformé. On ne parle pas de marketing, on parle de géomarketing, de la finance, de géopolitique, de l'économie. Tout ça. Aujourd'hui, ma question, où sommes-nous en tant que Tunisiens de tout ça et de l'innovation? Seulement quelque chose, je vais dire à madame qui a peur de l'innovation. Il faut être Merci, si jamais. Merci. Il y a une question juste là, si Kamel. Une question, juste là, s'il vous plaît. Il a levé le doigt en premier. Ouais. Okay. Une question très rapide, en fait, à madame concernant la réglementation. C'est Ayam Estiri de la société Cibex. Vous avez mentionné ce qu'a fait Trump. Vous n'avez pas l'impression qu'on va combattre une guerre avec des armes qui ne sont pas du tout les mêmes? C'est-à-dire, là, on est dans la libération complètement totale, enfin, l'ouverture totale, et de l'autre côté, on a plein de restrictions et on n'est pas à armes égales. Je vais juste finir avec cette question et on aura 5 minutes pour répondre aux 3 questions, s'il vous plaît, on va respecter l'heure. Merci. Question rapide. Comment trouver le compromis entre innovation et éthique? C'est au-delà de la législation, c'est moral et éthique. Merci. S'il vous plaît, 5 minutes pour la réponse. Pour répondre. Merci. Pour vous répondre, en tout cas, c'est pas des restrictions. L'IA Act européen ne restreint pas du tout. Il met en place un système de bonnes pratiques auquel, on va dire, les fournisseurs, les déployeurs doivent s'adapter pour une meilleure sécurité en réalité. Le gros problème, effectivement, avec ce qu'a fait Trump, c'est qu'il y ait effectivement une sorte de guéguerre. Mais moi, je pense que je reste très optimiste en pensant que si tout le monde, hors États-Unis, puisque la Chine a fait son texte, l'Inde pareil, Singapour, il y a énormément de pays qui sont en train de mettre en place des textes légaux en la matière sans que ce soit restrictif, sans que ça ne tue l'innovation, pas du tout, au contraire. Simplement mettre des balises pour sécuriser. Je pense que c'est ça l'intérêt surtout. Et si on est nombreux à être dans le bon sens, les États-Unis seront obligés enfin, on va dire, non pas baisser, mais de se conformer à ce qu'ils feront comme ils l'ont fait avec la protection des données. Ils ont bien été obligés. La preuve, la Californie a fait son texte de loi sur la protection des données. Aujourd'hui, la Californie est en train de penser texte, effectivement, sur la réglementation de l'IA. Il y aura certainement d'autres États qui vont suivre et il sera obligé de se plier. Alors, je vous invite à suivre le panel qui est dédié cet après-midi justement à tout l'aspect réglementaire, où ça sera traité plus en détail. C'est juste une dernière question qui porte sur la thématique du panel autour du climat. Oui. On n'a pas le temps.
On n'a pas du tout le temps, sinon D'accord, ça va ok. engendrer des retards sur les autres panels. D'accord. Bon, je m'excuse hein, pour le manque de temps. Et du coup, on va clôturer le panel. Donc, en fait, le panel, il a permis de mettre en avant donc, les chaînes d'interdépendance entre les données, les infrastructures et également la gouvernance, qui vont conditionner, en fait, l'efficacité de l'intelligence artificielle, son utilité pour une meilleure résilience de nos territoires. Donc, je remercie encore nos panélistes. Merci à tous d'être là. Et puis, on continue les discussions donc, dans les pauses et dans les différents espaces. Merci.